Voulez-vous en savoir plus? Est-ce qu'il y a des films dont vous vous souvenez exactement de toute la séance de cinéma que vous avez vécue en allant les voir? Moi, par exemple, je me rappelle très bien de ma séance de Terminator 2 que je suis allé voir avec ma mère. Je n'avais que 7 ans et je ne sais par quel miracle, on m'a laissé entrer dans la salle pour voir ce film. Ma mère m'avait fait sortir de force juste à la fin, quand il s'arrache le bras coincé dans l'engrenage. Vous imaginez un peu la frustration que j'ai pu ressentir. Je me souviens de ma séance de Jurassic Park. Vous imaginez un peu ce qu'un gamin de 8 ans passionné de dinosaures a pu ressentir en découvrant ces reptiles animés grâce à des effets spéciaux révolutionnaires sur un écran géant. D'autant plus que j'étais placé au premier rang, dans une salle remplie à craquer par un public en extase. Voilà de vrais grands moments de cinéma qu'on ne retrouvera probablement plus jamais. Je me souviens de l'énorme choc que j'ai reçu en découvrant sur grand écran le débarquement d'Il faut sauver le soldat Ryan. Je pense que c'est peut-être le plus gros traumatisme que j'ai vécu dans une salle de cinéma. Il y a vraiment pour moi un avant et un après soldat Ryan. Il s'agit de mon film préféré pour plusieurs raisons, dont celle-ci. J'ai découvert une toute autre approche du cinéma grâce à ce film, celle de la violence hyper réaliste, l'histoire rapportée de manière brute, sans concession, et mon innocence s'est arrêtée ce jour-là, en découvrant ce que l'homme est capable de faire à son prochain. Et il y a une autre séance dont je me rappelle comme si c'était hier, et elle commence même carrément avec le souvenir du tout premier teaser du film qu'on a pu voir uniquement en salle. Nous avions le plan d'une colline de sable dans le désert, et on voyait apparaître un soldat semblant fuir quelque chose, et d'un seul coup, deux énormes insectes apparaissaient de derrière les rochers, le soldat se mettait à courir, il ramassait une mitrailleuse sur des corps en charpie, il butait un insecte, mais se faisait rattraper par le deuxième qui le faisait tomber pour le découper au sol, et boum! Le titre du film apparaissait, Starship Troopers. Et waouh, mes potes de l'époque et moi, on s'est dit mais putain, qu'est-ce que c'est que ce film? De la science-fiction, des grosses bestioles et l'ultra-violence. La date de sortie? Vite! Vous imaginez bien qu'on s'est précipité dans notre cité Gaumont pour découvrir le film, qui termine dans ce qui est probablement mon top 3 aujourd'hui. Un véritable ovni à l'époque de sa sortie, et il l'est toujours à l'heure d'aujourd'hui. Souvent copié, jamais égalé, mais bon nombre d'œuvres s'en sont inspirées, dont certaines figurent aujourd'hui comme des références, notamment dans le domaine des jeux vidéo. Près de 30 ans plus tard, il n'a pas pris une ride, rien ne lui est arrivé à la cheville depuis sa sortie. Il a atteint un tel niveau de perfection visuelle, mise au service d'un cynisme absolu, dont seul Paul Verhoeven a le secret, qu'il a placé la barre à un niveau qui reste encore inatteignable aujourd'hui, et bien plus encore à notre triste époque actuelle, faite de censure et de réprimande de la part de certaines catégories d'imbéciles, dont certains s'improvisent critiques, alors qu'ils n'ont pas une once de sens critique justement. Car oui, ce film, ce n'est pas seulement des insectes qui explosent, des corps humains passés au hachoir, ou bien des gros flingues qui tirent des obus de 155 mm en rafale. Non, c'est aussi un miroir déformant de notre société, une œuvre visionnaire qui a prédit l'esthétique des réseaux sociaux et de la propagande moderne. Et ça, beaucoup de monde ne l'a pas compris à l'époque de sa sortie, et encore plus de monde ne le comprend pas aujourd'hui. Et oui, car je n'ose même pas imaginer les réactions de notre bien-pensance moderne si Starship Troopers débarquait aujourd'hui avec son casting dont les personnages centraux sont tous blancs avec des physiques parfaits. Comme dirait Sydney Sweeney, ils ont des bons gènes. Et ils évoluent tous dans un monde lisse, propre et profondément totalitaire. La citoyenneté n'est accordée que si l'on fait son service militaire, autrement dit que si on revient sur Terre avec un ou plusieurs membres en moins, si on arrive à revenir, ce qui est loin d'être garanti, vu ce qu'ils doivent affronter. La justice est très expéditive, la peine de mort est distribuée comme des cartes de poker, et en plus, les exécutions sont toutes transmises en direct sur toutes les chaînes et tous les réseaux, histoire de dissuader de faire des conneries. Les médias sont omniprésents, avec des pubs de propagande qui encouragent à s'engager pour répandre la démocratie. Non, c'est pas ça, pardon, je confonds. Il n'y a aucun débat politique, et la violence est complètement normalisée, que ce soit à l'écran, avec des enfants filmés en train de piétiner des insectes, ou bien en se faisant placer dans les mains des fusils avec des munitions, ou bien au lycée, avec des matchs de foot ultra violents, où ça se balance des coups de coude en pleine gueule, sans que ce soit considéré comme une faute. Le problème, pour les faibles d'esprit qui voient ce film, c'est que tout est présenté comme normal, efficace, cool. Et c'est ça le piège. On pourrait se dire de prime abord que le film encourage le fascisme, mais c'est en oubliant que Paul Verhoeven a grandi aux Pays-Bas sous l'occupation nazie. Il a vu les uniformes, la propagande, la violence idéologique en vrai,
et pas dans les livres. Donc il ne filme pas le fascisme comme une théorie, il le filme comme un spectacle séduisant, propre, sexy et rassurant, et donc dangereux. Le film ne dit jamais « regardez comme c'est mal », il dit « regardez comme c'est séduisant », et c'est par cette séduction que tout un peuple a sauté dedans à pieds joints dans les années 30. Si on analyse les pubs qui sont très nombreuses à être diffusées tout au long du film, avec le fameux « voulez-vous en savoir plus ?», on constate tout de suite qu'elles sont présentées avec un ton jovial. Les images hyper choquantes sont montrées comme divertissantes. On voyait exactement la même chose dans le film Robocop, de Paul Verhoeven également. C'est un élément récurrent dans sa filmographie. Il y en a également dans Total Recall, avec la pub pour Recall justement. Et je pense qu'il a réellement vécu la propagande du nazisme de cette même manière. Des promesses de bonheur, de vie heureuse, paisible et sécurisée, grâce au système mis en place. Mais à quel prix? C'est du soft power pur. Ici, pas de dictateur hurlant, juste une propagande souriante, répétitive, rassurante. La vraie. Elle passe en boucle afin d'abrutir la population, jusqu'à ce qu'elle soit persuadée que c'est la seule et unique vérité, que leur mode de vie est le mode de vie parfait, et que rien à travers l'univers n'a le droit de le leur voler, et si tel est le cas, une seule sanction, l'éradication du mal. L'écriture des personnages est donc faite pour aller dans le sens de cette société. Johnny Rico est loin d'être stupide, comme beaucoup le disent. Par contre, ceux qui le disent, eux, ils le sont. Non, Johnny est juste creux, et c'est tout à fait volontaire. Il ne remet jamais le monde qui l'entoure en question, il obéit, il s'engage pour l'armée, il avance parce qu'on lui dit d'avancer, et il monte en grade parce que le système récompense la conformité. Le spectateur ne suit pas un héros, il suit un produit idéologique directement issu du système mis en place qui fait en sorte que tout s'achète par le sang. Paul Verhoeven instaure donc un triangle amoureux à la manière d'un teen movie pour mieux nous faire accepter toute l'horreur qui entoure le trio. Et on peut souligner que le film ne juge pas ses personnages, il nous place, nous, spectateurs, dans la position du citoyen passif qui applaudit la boucherie. Et Paul Verhoeven fait en sorte que nous soyons nous aussi des participants de cette déshumanisation. On peut d'ailleurs faire le lien avec notre époque en ce qui concerne le militarisme et le fait que les ennemis soient totalement déshumanisés. La guerre se fait par drone qu'on balance sur des silhouettes, on largue des bombes depuis le ciel, non pas sur des gens mais sur des points stratégiques, remplis de gens peut-être, mais c'est accessoire. Du moment qu'on est persuadé que c'est l'ennemi de la liberté qu'on combat, plus besoin de l'humaniser. Elle est loin à l'époque où on se mettait des grands coups d'épée dans le bide entre vrais hommes. Les arachnides sont donc l'ennemi parfait. Ils ne parlent pas, ils ne négocient pas et ils ne s'expliquent pas. Ils sont donc l'ennemi idéal, totalement déshumanisé, et le film nous suggère subtilement que l'humanité n'est peut-être pas innocente dans ce conflit. Mais il ne le dit jamais clairement, parce que la propagande n'a besoin d'aucune preuve. Une pub nous montre la carte d'où proviennent les arachnides. Il est peu probable qu'ils aient lancé un astéroïde sur Terre à cette distance galactique, plus la pub qui nous montre aussi que nous sommes prêts avec des défenses planétaires. Pourtant, l'astéroïde tape Buenos Aires. L'ont-ils laissé passer, ou même lancé eux-mêmes? De plus, la planète P n'a visiblement aucune ressource naturelle. Pourquoi les humains y sont? La guerre est-elle un prétexte pour réduire la population humaine en les envoyant se faire éclater? Le film ne répond à aucune de ces suppositions, mais elles sont pourtant toutes là et toutes justifiables par l'univers proposé à l'écran. Un univers où l'expression « le diable est dans les détails » prend tout son sens. Si le film n'a pas pris une ride, c'est également grâce au travail phénoménal de Phil Tippett, le concepteur des effets spéciaux. Il a utilisé un mélange parfait de maquettes géantes, d'animatroniques et de CGI qui ont du poids et de la texture. Les effets éclatent complètement ceux des productions modernes, comme tout ce qui se fait chez Marvel ou Disney, qui paraissent parfois plats ou flous face à la précision des arachnides de 1997. On a l'impression de voir de véritables insectes vivants, très bien animés, notamment sur les scènes de nuit qui cachent les éventuels petits défauts. Le film débute d'ailleurs par la bataille de Klendatu, filmée façon found footage, et la nuit, les éclairs, les défauts de la caméra et tout le chaos ambiant contribuent à rendre les arachnides très réalistes. Cette intro a été une gigantesque mandale dans la gueule pour moi, la première fois que je l'ai vu au cinéma. Du haut de mes 12 ans, l'âge limite pour entrer dans la salle, j'avais les jambes repliées devant mon visage et je regardais la scène du coin de l'œil entre mes genoux en me disant mais putain, Aliens vient de se faire reléguer au rang de film de science-fiction pour Tarlouse en moins de 3 minutes. Ce qui a malheureusement un peu plus mal vieilli, ce sont les scènes qui se déroulent dans l'espace. Je pense notamment à la scène de l'astéroïde que le vaisseau évite de justesse en perdant sa tour supérieure. Bon là, on ne peut plus y croire du tout, et la scène prête plus à sourire aujourd'hui tellement elle fait cheap. Mais qu'importe, ça fait partie du charme du film, qui je le rappelle date de 97. À l'époque, c'était du jamais vu, et ça n'est pas ces quelques petits défauts qui l'empêchent d'être classé sur le podium des chefs-d'œuvre selon moi. En parlant de la bataille de Klendatu, la sensation de chaos et de gigantisme qui s'en dégage sont encore inégalées aujourd'hui. Il y a quelque chose qui y contribue énormément, la musique. Pour faire simple, Basil Polidouris, qui a composé la meilleure bande originale de tous les temps avec Conan le Barbare, n'a pas composé une bande-son de science-fiction neutre et déjà entendue des centaines de fois,
il a écrit un hymne impérial. Avec ses cuivres triomphants, ses thèmes militaires, on n'a qu'une envie, c'est de se lever droit comme un i, enfiler notre casque, prendre notre fusil et aller mourir fièrement pour la Fédération avec un grand sourire. Et c'est précisément là que le film devient perversement brillant. La musique ne commande pas l'horreur, elle la sublime, elle galvanise. Essayez de lancer une machine à laver avec le Clendatou Drop en fond et vous réussirez à rendre ce moment ultra épique. Chaque charge suicidaire est accompagnée comme une victoire, chaque massacre sonne comme une cérémonie. Le spectateur est pris au piège. Intellectuellement, il peut voir l'absurdité de la guerre, mais émotionnellement, la musique nous murmure que tout ça est grand, noble et nécessaire. Verhoeven utilise la musique comme une arme de propagande interne au film. Elle ne sert pas le spectateur, elle le conditionne. Et si tu te prends à trouver ça épique, à ressentir un frisson patriotique devant cette boucherie, alors le film a gagné, parce qu'il t'a fait ressentir exactement ce qu'un système autoritaire attend de toi, l'enthousiasme avant la réflexion. Alors oui, le film est violent, mais du genre très violent, mais cette violence n'est pas gratuite, comme dans tous les films de Verhoeven d'ailleurs. Elle est là pour briser l'esthétique toute proprette du début, qui nous présentait cette société parfaite avec seulement quelques bribes de la violence à travers les pubs. L'arrivée sur Clendatou est la désillusion totale de ces jeunes galvanisés par la propagande et qui se heurtent brutalement au réel. Et on peut dire que le réel, ils le prennent bien dans la gueule, et qu'il fait mal. Très mal. Ils se font rétamer, ça tranche des membres dans tous les sens. Je crois que c'est le film où j'ai vu le plus grand nombre d'amputations dans ma vie. C'est net, c'est sale, c'est la réalité qui rattrape la propagande. Et bien évidemment, la scène du siège de l'avant-poste de la planète P, qui est l'apothéose du film, celle où le vernis héroïque craque de partout, en nous vend une base fortifiée censée tenir face à une menace inconnue, et en réalité c'est un piège absurde, mal pensé, mal défendu, tenu par des soldats qui jouent aux vétérans avant même d'avoir compris la guerre. Quand les arachnides attaquent, tout s'effondre en quelques minutes. Les murs ne servent à rien, les armes lourdes sont inefficaces, la chaîne de commandement disparaît instantanément, la scène est chaotique, violente, confuse, sans chorégraphie héroïque, les soldats hurlent, paniquent, meurent sans gloire, le nombre d'arachnides présents à l'écran est encore impressionnant aujourd'hui, et on a toujours une demi-molle quand tout le monde charge les flingues, chambre les cartouches et les brandissent en même temps par-dessus le mur en vue de défourailler sur la masse inarrêtable qui leur fonce dessus. Évidemment, ça se termine en massacre, une boucherie sans nom, et pendant que l'écran montre une défaite totale, la propagande continue en arrière-plan à vendre l'idée du sacrifice nécessaire. C'est là que Verhoeven est cruel. Il montre que la Fédération ne gagne pas par intelligence ou par stratégie, mais par l'acceptation tranquille de pertes massives. L'avant-poste de la planète P n'est pas une erreur tactique, c'est un symbole. Celui d'un système qui préfère brûler des vies plutôt que d'admettre qu'il ne comprend pas l'ennemi. D'ailleurs, si on analyse la fin du film, les héros ne sont pas sauvés, ils sont juste devenus des rouages parfaits de la machine de guerre. Ils ont perdu leur humanité et le film se termine sur une publicité. À l'époque, il y avait deux attentes pour le film. Le public voulait un film d'action simple et les critiques voulaient une dénonciation claire et morale. Verhoeven n'a donné ni l'un ni l'autre. Il ne dit jamais dans son film « Tenez, regardez, le fascisme c'est mal !» Un simple d'esprit ne verra que la fin du film sans la comprendre, en ne retenant que la phrase « Ils continueront à se battre et ils vont gagner ». Les plus intelligents verront le miroir tendu par Verhoeven en disant « Regardez nos sociétés actuelles, n'a-t-on pas déjà des bribes de cette fédération dans nos médias, nos politiques, qui nous disent quoi manger, quoi faire, quoi regarder et quoi penser ?» Seulement, le travail d'introspection n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, l'information est rapide, émotionnelle, simplifiée. La guerre est un flux d'images, la violence est médiatisée, digérée et consommée. Le public en redemande avec des films débiles comme Terrifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Starship Troopers n'a pas vieilli, c'est le monde qui l'a rejoint. S'il est encore inégalable aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est permis une audace qu'aucun film ne pourrait se permettre aujourd'hui. Quel studio aujourd'hui donnerait 100 millions de dollars pour un film qui se moque ouvertement du public et du militarisme? En gros, quel réalisateur a encore assez de couilles pour dire « allez tous vous faire enculer » Et il n'y en a plus du tout. Du coup, voilà pourquoi on ne fera jamais mieux. Mais c'est aussi évidemment grâce à la réalisation de Verhoeven. Sa mise en scène est d'une clarté totale, elle est parfaite. On comprend toujours où sont les personnages, même dans le chaos le plus total. La violence n'est jamais détournée, il montre tout. Il choque. L'absurdité du système en prend pour son grade aussi, avec par exemple le sergent Zim qui pète un bras d'une de ses recrues, ou bien qui en oblige un à courir, avec son second qui doit le surveiller, et donc courir lui aussi tout autant. Il réduit les personnes comme toutes interchangeables, symbolisées par la scène de douche où se mélangent les hommes et les femmes. La nudité y est traitée comme une donnée fonctionnelle, presque administrative. Les corps sont jeunes, beaux, interchangeables, comme les soldats eux-mêmes. Le sexe n'est plus un espace de transgression ou d'intimité, il est neutralisé, vidé de sa charge subversive. Ce monde n'est pas pudibond, il est pire, il est indifférent. La Fédération ne contrôle pas les corps en les réprimant, elle les banalise. Cette scène montre une société qui a dépassé la morale pour atteindre quelque chose de beaucoup plus inquiétant, une normalisation totale où même la nudité n'est plus un lieu de désir ou de révolte,
mais un décor parmi d'autres dans une machine militaire parfaitement huilée. Starship Troopers ne dit donc pas que le fascisme c'est mal, il montre comment des gens normaux peuvent l'embrasser sans jamais se sentir monstrueux. Moi par exemple, je ne me sens pas monstrueux, hein. Non, je déconne. Non, mais il y a du positif et du négatif de partout, hein. Bon, le système a actuellement surtout beaucoup de négatifs. Alors, pourquoi ne pas essayer d'être prêt à nous battre, j'ai envie de vous dire. Bref, Starship Troopers est et restera un putain de chef-d'œuvre visuellement révolutionnaire et intellectuellement subversif. La citoyenneté peut être un privilège, mais regarder ce film est un devoir que toute personne sur Terre se doit d'accomplir. Voilà pour ce retour sur Starship Troopers. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, pensez à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!